C'est parti pour une nouvelle session d'information sur Actuton Télévision. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, les évêques de la Senko s'opposent à toute révision de la Constitution dans les contextes actuels du pays. Opposition exprimée ce jeudi par Monseigneur Donatien Cholet lors d'un point de presse consacré à la restitution de la dernière Assemblée Générale. Entre-temps, à Kinshasa, une vidéo choquante montrant un médecin maltraitant une patiente au CNPP Kinkole suscite des vives émotions et relance les débats sur l'éthique médicale. Les autorités réagissent rapidement. Le ministère de la Santé ordonne une enquête, suspend les praticiens et saisit l'ordre des médecins. Voilà, c'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. À Kinshasa, le choc aurait été vif ce jeudi après la diffusion d'une vidéo montrant un médecin de l'hôpital de Kinkole en train de maltraiter sa patiente. La scène irrite plus d'un et relance d'ailleurs la question du respect de l'éthique médicale. Comme il fallait s'y attendre, les réactions n'ont pas attendu. Dans le lot, le ministre provincial de la Santé qui ordonnait l'ouverture d'une enquête avec audition et suspension du médecin sur la toile. Mais malheureusement, ce qui s'est passé au niveau de CNPP Kinkole a choqué tout le monde. Ça nous a énormément choqué. Nous présentons nos sincères excuses à toutes les personnes qui ont pu voir ces images-là, mais nous les rassurons que nous prendrons toutes les dispositions possibles pour que de tels événements ne puissent plus se reproduire. Et ces médecins-là, à l'instant que je vous parle, il est en train d'être auditionné. Et puis, il sera arrêté et au niveau de l'ordre de médecin, nous plaidons parce que là-bas, c'est la loi, nous plaidons qu'il puisse être radié à l'ordre de médecin parce que ça fait la honte, de notre corporation. Et puis, c'est ce qui a même fait que je puisse convoquer urgemment le président urbain de l'ordre de médecins et son comité pour qu'on puisse statuer. L'une des réactions marquantes est celle de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeruchi Sekedi. Pour elle, de tels faits ne peuvent laisser personne indifférente. Elle déclare, je cite, « Je plaide personnellement auprès des autorités concernées, notamment dans les secteurs de la santé, de la justice et des droits humains, afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire, que la victime bénéficie d'une prise en charge appropriée et que les responsabilités soient établies. » Fin des citations. Du côté du Parlement, la première des déclarations recensées est signée Nefertiti Ngoudianza, rapporteur du Sénat. Elle persiste et signe « Le médecin impliqué dans ces dossiers doit être radié de l'ordre. » J'ai suivi ces images hier soir, moi, et j'ai immédiatement hier soir instruit l'inspection générale de la santé, instruit l'ordre des médecins, mais instruit aussi le secrétaire général pour des mesures immédiates. J'ai instruit personnellement que la personne soit placée aux arrêts à cause de cette flagrance et j'ai instruit qu'elle soit radiée de l'ordre des médecins. Mais maintenant, il y a des procédures qui ont été entamées et c'est immédiatement qu'elle ne peut plus, cette personne ne peut plus toucher aux patients, ne peut plus, parce que toutes les fautes déontologiques sont résumées dans cette vidéo qui est juste insupportable. Séjournant depuis 48 heures au Maroc, Eliezer Ntambwe, ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants, a effectué une visite dans les installations du complexe socio-éducatif de la Fondation Hassan II, situé à Kémisset, à 70 km de Rabat. Le ministre a été accueilli par les généraux de brigade Driss Ramouni, directeur délégué de cette structure. Son déplacement s'inscrit dans le cadre de démarches en vue d'un partenariat entre la RDC et l'administration militaire marocaine. Eliezer Ntambwe s'est entretenu avec les représentants des différents départements de cette fondation. Juste après, s'en est suivi la visite guidée à travers laquelle le membre du gouvernement congolais s'est imprégné du fonctionnement de cette structure, notamment de la prise en charge des anciens combattants retraités et leurs dépendants. Fondation Hassan II, c'est une fondation qui est expérimentée dans la gestion des anciens combattants et de militaires retraités. Voilà pourquoi nous sommes en séjour ici, pour nous inspirer de ce qu'ils ont fait pour
pouvoir réussir ce domaine qui est compliqué même pour les pays développés. Et sinon, cette rencontre de ce jour nous a permis d'avoir une autre vision sur la gestion des anciens combattants et des militaires retraités. Le ministre délégué prévoit d'autres rencontres, toujours dans les mêmes objectifs, renforcer les partenariats et profiter des expériences des autres dans la prise en charge des vétérans de l'armée. Après 3 jours de travaux dans le cadre de leur assemblée plénière tenue à Kinshasa, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo ont adressé un message à la population sur la situation socio-pastorale du pays. Dans cette déclaration lue devant la presse par Monseigneur Donancien Cholet, secrétaire général de la SENCO, les prélats catholiques mettent de nouveau en avant leur pacte social initié en collaboration avec l'Église du Christ au Congo. Selon les évêques, le dialogue est supérieur à la guerre. Ils sont convaincus que si on ne passe pas par là, si on ne passe pas par la réconciliation des communautés qui suppose un dialogue des communautés, si on ne passe pas par l'éclaircissement de cette crise dans ses causes profondes par nos experts, on ne s'en sortira pas. Les acteurs politiques sont libres. Mais ce qui est vrai, si ce n'est pas prenable aujourd'hui pour des raisons politiques, demain le pays n'aura pas le choix. S'agissant des questions d'actualité, Monseigneur Donancien Cholet est revenu sur les débats relatifs à la révision ou changement de la Constitution. Pour les évêques de la SENCO, dans le contexte sécuritaire actuel, ce serait hasardé d'ouvrir ce chapitre-là de révision la Constitution dans un contexte qui n'est pas consensuel. Donc c'était la même position déjà rendue publique que les évêques réaffirment. Les évêques de la SENCO ont rappelé par ailleurs avoir le droit de porter leur jugement moral sur les questions politiques de la République démocratique du Congo. De Sonte, ce 26 mars 2026, du vice-gouverneur du Nord Kivu au chef-lieu du territoire de Béni. D'abord les honneurs et les briefings sur la situation générale avec l'administrateur du territoire de Béni. Le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, vice-gouverneur du Nord Kivu, se rend ensuite à Tenambo. Il lance l'opération de remise de cash aux déplacés de guerre. 1000 personnes par jour pour une enveloppe d'au moins 700 000 $ en faveur de 40 194 personnes qui sont dans 728 ménages au site de Tenambo et d'Mbao. Cette opération sur 6 mois vise à booster l'économie locale et lutter contre la malnutrition, dit le coordinateur zone Est du PAM. L'idée, c'est que pour beaucoup de communautés qui ont été déplacées, à travers cette assistance avec du cash, ça leur donne des moyens de se procurer la nourriture, mais d'accéder aussi à d'autres services, santé, éducation, maison, comme vous avez entendu tout à l'heure. L'autorité provinciale salue la résilience des déplacés et raffermit leur espoir. Je tiens d'abord à saluer le courage de cette population meurtrie, mais ils sont là, ils tiennent. À cause de leur résilience, ça nous donne aussi la force de continuer à travailler pour leur bien. Ces déplacés ont fui d'une part le M23 et de l'autre l'ADEF en provenance de Mambelenga, Idou, Otomabere, Beumanyama, Kanyabayonga et autres. À Boulungu, dans la province du Kwilu, une nouvelle étape vient d'être franchie dans l'accès à l'électricité. Aimé Molendo Sakombi, ministre de Ressources hydrauliques et électricité, a procédé ce mardi 24 mars 2026 à l'inauguration de la centrale solaire photovoltaïque de Boulungu. D'une capacité de 500 kW crête, cette infrastructure a été réalisée par l'Agence nationale de l'électricité et des services énergétiques en milieu rural et périurbain dans le cadre de sa mission d'électrification
des zones rurales et périurbaines. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités, notamment le directeur général de l'ANSER, Cyprien Moussimar Ndélé, ainsi que la directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, Soraya Aziz Moto. En amont de cette mise en service, l'ARE a travaillé en étroite collaboration avec l'ANSER pour la certification technique de cette centrale, garantissant sa conformité aux normes en vigueur. L'institution poursuivra son accompagnement à travers la validation de la grille tarifaire afin d'assurer aux usagers un accès à une électricité fiable à un prix juste. En effet, cet équipement solaire est la traduction irréfutable de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé l'électrification rurale au cœur de ses priorités. Après la coupure symbolique du ruban, le ministre a effectué une visite de terrain, notamment dans des ateliers de sciage de bois désormais alimentés en électricité prépayée issue de cette centrale solaire. Sur place, les bénéficiaires expriment leur satisfaction. Autrefois dépendant du carburant, certains artisans consommaient jusqu'à 20 litres par jour pour faire fonctionner leurs machines. Aujourd'hui, grâce à cette énergie solaire, les coûts de production diminuent et les activités économiques connaissent un nouvel essor. Cette centrale permettra d'alimenter plusieurs ménages de Boulungu tout en contribuant à réduire la dépendance aux énergies polluantes. La veille, le ministre avait également procédé à l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Kakobola, confirmant la dynamique d'électrification engagée dans la région. La situation des journalistes dans la région des Grands Lacs a été présentée ce jeudi lors d'une conférence de presse à Kinshasa par Reporters sans frontières. Les nouvelles rapports de l'ONG dans la peau d'un journaliste des Grands Lacs dressent un état de lieu alarmant du travail des reporters dans cette région. Entre violences policières, pression politique, suspension des médias, précarité et exil, le quotidien des journalistes est devenu un véritable enfer. En République démocratique du Congo, l'Est sous contrôle du groupe armé M23 est particulièrement dangereux. Les journalistes indépendants y sont traqués et réprimés dès qu'ils tentent d'informer librement. De journalistes qui sont victimes de menaces directes, d'exactions physiques, d'agressions, de disparitions forcées, mais aussi d'assassinats. C'est toujours effectivement dans l'impunité la plus totale. Ce qu'on a également témoigné peut-être en termes de chiffres, c'est que ces 5 dernières années, 7 journalistes dans les pays des Grands Lacs ont été victimes d'assassinats. 5 ont été tués en RDC, donc la majeure partie des assassinats ont lieu en RDC, tous à l'Est. Pour répondre à cette situation, Reporters sans frontières formule plusieurs recommandations, notamment créer des fonds pour reconstruire les médias détruits, financer des formations et disposer des sécurités, mettre en place des aides d'urgence pour des journalistes en exil et soutenir directement les médias exilés pour qu'ils continuent à informer. L'ONG appelle également les États à protéger les journalistes, enquêter sur les attaques, garantir les retours sûrs des exilés et assurer l'indépendance des régulateurs des médias. Fin de cette édition du journal, merci à vous de nous avoir suivis.